ce soir, le CAU a choisi de faire son rendez-vous du mardi sur la thématique de l'art urbain en milieu rural, un levier de transformation. Et on s'est dit que Pré-en-Paille était un bel exemple parce qu'il y a longtemps qu'il y a eu des fresques et qu'il s'est lancé quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi Pré-en-Paille. Et puis on a vu ensuite, avec Valentine, on a cherché, etc. On fait toujours ça. Et on a vu qu'il y avait une fresque au Belvédère du Mont des Avaloirs qu'on ne connaissait pas, donc qui date de 2019. Donc on s'est dit, on va d'abord partir du Belvédère avant d'aller dans une salle chez vous, on verra après en paille, pour faire une petite table ronde autour de différents acteurs qui ont participé à des actions qui sont liées à l'art rural, aussi bien au niveau département, au niveau vraiment très près en paille et avec une collaboration forte entre la commune, il y a eu un petit peu le CAE, mais surtout Brigitte Maligord. On a aussi l'exemple de Saint-Pierre-sur-Herve, avec des beaux exemples sur une petite commune de 130 habitants. Nous, on l'a débaptisé, on l'appelle Saint-Pierre-sur-Rêve. Sur Rêve, oui, c'est un rêve. qui fait des parcours depuis 9 ans sur l'art dans le village. On se promène avec ça, donc c'était un bel exemple. Et puis, je ne sais pas, ils sont peut-être pas là encore, les artistes. Oui, non. Non. Ils vont sûrement arriver là. Oui, donc Good Moods, qui sont des artistes qui font des fresques en ce moment pas mal sur Laval, mais qui en font ailleurs, donc qui vont être là tout à l'heure aussi. Okay. Donc je ne sais pas si vous voulez d'abord parler ou si c'est Paul François, tu veux introduire. Non, vaut mieux. C'est à l'honneur de l'architecte. Déjà ici vous êtes sur le mont le plus haut de l'Ouest, hein. Voilà. 416 mètres,30. Voilà, le 70. Bon, à peu près, disons 417. Allez, voilà. La borne NGF est sur le petit carré. Elle est juste là-bas sur le petit carré. Donc voilà, donc vous êtes sur la partie la plus haute de l'Ouest. Hein. C'est vrai que les gens oublient souvent, mais a priori, quand on part de Biarritz-Strasbourg, quand il y a une ligne droite, on est le côté le plus haut de l'Ouest. Donc voilà. Le côté, alors je suis pas chauvin, hein, mais le plus joli de la Mayenne. Voilà, en paysage. En toute impartialité. Moi je dis toujours qu'on n'a pas de bâtiment voilà, avec un architecte, à part notre mairie, à part l'art déco que vous nous avez tout découvert, tout ça. Voilà, si on en a quand même quelques-uns qui sont beaux, mais on n'a pas de château, voilà, on n'a pas de. Et par contre on a un patrimoine paysager qui est remarquable, voilà, qui est très joli. Si vous voulez vous promener, voilà, il y a plein de balades sur la communauté de communes, on a plus de 550 km de chemin voilà, qu'on peut faire de la randonnée. Les plus beaux sont quand même sur Pré-en-Paille Saint-Sanson, voilà, faut quand même être clair, voilà. Donc voilà, puis on a eu la chance dernièrement d'avoir notre flamme olympique ici présente, hein, le 29 mai. Il y a quand même tout petit peu moins de soleil, mais dans le cœur on l'avait, ça c'est sûr qu'on avait le soleil dans le cœur. Et je peux vous dire quand notre porteur a monté en haut de la coupole et qu'il a brandi la flamme, franchement, j'avais dit à Olivier Richefou, c'est pas à Laval qu'il faut le faire, hein. C'est vraiment ici, parce que là on a la coupole qui représente voilà, les Jeux Olympiques. Donc voilà, donc on a eu une belle journée de ce côté-là, donc on est très heureux de vous accueillir ici sur ce lieu emblématique voilà, de la région et de Pré-en-Paille Saint-Sanson. Et la chance qu'on a, c'est qu'on vienne à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, on a toujours un environnement différent. Voilà, c'est soit que l'hiver, quand vous avez du givre, c'est magnifique quand vous montez là-haut, vous voyez tous les arbres qui sont givrés. Quand vous avez un peu de brouillard, voilà, comme là en ce moment le soleil, ou l'automne, voilà, quand les feuilles tombent. Franchement, on a un paysage qui est merveilleux ici. Donc, ouais. Je vais juste faire la genèse. Vas-y. Donc, j'étais subdivisionnaire de l'équipement et en 1987, quand je suis arrivé, les élus m'ont parlé du belvédère. En me disant, on a un belvédère, il faut aller voir ça. Donc, le belvédère, en fait, il était plus bas que les arbres. Ce qui était quand même c'était compliqué pour avoir une vision en 360 degrés. Donc, à chaque réunion, il me disait, et le belvédère, et le belvédère. Donc, j'avais de l'occupation. Et donc j'ai fabriqué une petite maquette qui n'a rien à voir avec celle-ci, qui est un truc en bois, j'ai fait quelques photos. Et puis cette maquette, je l'ai exposée dans une réunion commerciale qu'il y avait. Et puis les élus ont dit « Ah, c'est une riche idée ça !» Eh bien on va te confier une conduite d'opération. Donc on a fait une conduite d'opération. Mais par contre, on a un problème, c'est qu'il y a à côté, il y a un relais TDF. Le relais TDF, il y a une liaison hertzienne en, je sais plus, 5 gigas. Qui part qui vient de la Bretagne ou qui va dans l'autre sens d'ailleurs, qui vient de Lubertré du côté de Mortagne
Donc il fallait éviter d'être trop haut pour casser le faisceau. Donc on a pris une nacelle avec l'aide d'EDF, on a monté un panneau, et puis quand le faisceau a été coupé, là on s'est dit il ne faut pas aller plus haut. Voilà. Et on a fait monter les élus tour à tour dans la nacelle en disant voilà ce que vous allez voir. Et là ils ont dit banco, on y va. Donc on a organisé un concours et il y a eu 3 ou 4 projets. Comme projet, il y avait un tas de terre, comme un terril, donc imaginez un peu la surface que ça occupait. Il y avait un escalier qui partait de là-bas et qui montait en haut. Et puis il y a eu ce projet-là, les 3 je me rappelle. Voilà. On va peut-être s'avancer un petit peu pour se rapprocher du belvédère et profiter un petit peu de la promenade que vous allez avoir de la chance ce soir, c'est qu'il fait tellement beau et tellement clair. Regardez bien, direction le Mont-Saint-Michel. Vous allez apercevoir l'archange de Personne, je l'ai jamais vu. Moi, hein. Et là, vous regardez bien, il faut bien avoir de bonnes... J'ai des jumelles dans la voiture, si tu veux. C'est du vidéaste ici. Expliquer, donc comme vous disiez, il y a 417 mètres plus 18 mètres en fait. Il y a 6 volets de 3 mètres de haut. On arrive donc à 18 mètres de plus. C'était donc un concours qui s'est passé en 92. C'est pareil. Et les travaux par contre ont été pris par le département. C'était du département. Donc en 93, on a réalisé le projet. L'idée principale du projet, c'était comme il fallait une vision à 360, c'était la demande du concours. L'idée de coupole représentait bien cette idée de 360. Donc on a voulu la mettre en valeur au maximum. Et pour ça, il fallait qu'elle soit complète, qu'on puisse avoir un bord complet sur 360. Donc l'escalier devait pénétrer à l'intérieur, au centre de la coupole. On ne pouvait pas couper la coupole, c'était important. À partir de là, on s'est posé la question comment monter jusque là-haut. Et l'idée des 2 murs qui viennent encadrer la vision, en fait, quand on monte, à chaque volet, on ne voit que la moitié du paysage jusqu'à la fin, et on découvre que la totalité du paysage qu'en arrivant au sommet. C'était ça le parcours, l'idée première. Et donc, on gardait aussi l'idée de fente par rapport à l'axe du chemin. En mettant ces 2 murs avec un certain angle, on garde la transparence sur la végétale qu'il y a derrière. Puisque c'est un bâtiment tout béton, on avait un petit peu peur que ça abrute, que ça choque un peu les gens. Donc du coup, on a voulu le noyer dans le végétal. C'est pour ça qu'on a gardé cette transparence et cette fente qui marque bien l'élévation aussi, l'aller vers le haut. Donc c'était une bonne idée à mon avis et ça marche bien. Alors, un petit détail, vous pouvez voir, il y a des empreintes, des redans qui sont là et que les autres ont été cachés. En fait, à l'origine, le département avait demandé à ce qu'on rajoute des panneaux photovoltaïques pour alimenter les éclairages qui n'existent plus d'ailleurs. On voit les deux points très hauts, là, c'était des luminaires qui éclairaient vers le haut et vers le bas, la sous-face de la coupole et aussi vers le bas. Et c'était totalement autonome à l'origine, grâce aux panneaux photovoltaïques. Et puis après, il y a eu des dégradations et autres, elles n'ont pas pu être conservées. Et du coup, maintenant, il y a une alimentation qui passe dans le chemin. Voilà. Quoi dire d'autre? Je ne sais pas. Je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez profiter de la montée jusqu'en haut. Il y a des charges qui étaient prévues, des paliers, pour que les gens ne montent pas d'un seul coup, mais puissent s'arrêter. Pour pas que ça soit pour éventuellement... pour pas fatiguer le chaland. On a aussi, pour éviter que les gens aient trop le vertige, il y a des garde-corps qui sont bien supérieurs aux 1 mètre réglementaire, ils font 1m20 ou 1m25, je ne sais plus. Ils sont supérieurs à la norme qu'on aurait pu mettre au départ. Voilà. Quelques mots. On va poursuivre la balade. Sébastien Toussaint ne pouvait pas être là ce soir. Donc on l'a enregistré et Valentine elle a écourté son dialogue et on vous propose de l'entendre pendant une dizaine de minutes raconter comment il a fait cette fresque et comment il a travaillé sur ce territoire, qu'est-ce qu'il découvrait tous les jours puisque
Il doit être de Normandie ou je sais pas d'où il est. Il est de Caen. Il est de Caen. Enfin, c'est un franco-britannique. Alors. Donc on a une petite enceinte. J'espère que tout le monde va pouvoir entendre. Mais n'hésitez pas à ce qu'on se rapproche. Il n'y a plus le Covid, donc on peut être soudés les uns les autres. Il n'y a pas de problème, mais c'est pour entendre quand même ce que Sébastien vous racontait. Donc je vais lancer. Dans le cadre de ces rendez-vous du mardi, le CAE de la Mayenne vous propose de découvrir la fresque monumentale réalisée sur les voiles béton du belvédère du Mont des Avaloirs, une œuvre dissimulée rendant hommage à l'environnement naturel propre au parc naturel régional Normandie-Maine et à l'expérience intime vécue par son auteur, l'artiste Seb Toussaint. Je suis un artiste qui est à la fois de Normandie et d'Angleterre. J'ai 2 nationalités, j'ai 2 langues, 2 cultures, j'ai vécu dans les 2, etc. J'ai 36 ans maintenant et ça fait à peu près 11 ans que je suis artiste peintre, principalement, enfin, on va dire à moitié en extérieur sur des murs, etc. Mais aussi une pratique en atelier où je peins des toiles, donc j'ai vraiment les 2. Il m'arrive d'utiliser des médiums différents, mais principalement la peinture. Il m'arrive de faire des choses avec de la couture également ou des installations avec de la matière plastique, mais sinon, on va dire que principalement je vais faire de la peinture. Et je travaille, on va dire, plus que tout sur donc il y a un fil rouge dans mon travail artistique, qui est un projet que j'ai monté moi-même il y a 11 ans, qui se déroule dans des bidonvilles et dans des camps de réfugiés à travers le monde, et qui consiste pour moi à aller dans ces lieux pendant 1 mois, à vivre dans le lieu pendant 1 mois, et de peindre sur les habitations des mots que les gens choisissent. Et le but pour moi, c'est de mettre en avant la parole de gens qu'on écoute très peu, qui sont très peu audibles en société. Je travaille aussi avec beaucoup de victimes de conflits. C'est quelque chose qui a un rapport avec ma famille également, parce que ma grand-mère et sa sœur en Normandie ont vécu l'occupation nazie, les bombardements également, et la bataille de Normandie. Elles l'ont vécu dans leur chair et leur famille aussi. Et c'est des histoires familiales qui m'ont toujours beaucoup marqué. Et je crois que c'est un petit peu une des sources de l'engagement que j'ai aujourd'hui avec beaucoup de victimes de conflits, que ce soit dans des camps de réfugiés à travers le monde, mais aussi dans des bidonvilles où au final il y a beaucoup de réfugiés d'un pays voisin, souvent qui sont là parce qu'ils sont en train de fuir des conflits, que ce soit au Sahel, que ce soit dans le nord de l'Amérique du Sud, que ce soit dans l'Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient évidemment, en Irak, etc. Moi, je réalise mes productions sans faire de croquis à l'avance, ce qui souvent gêne un petit peu les clients parce qu'ils ont envie de voir et de valider, de faire des réunions pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Bon, bref, là, on m'a fait confiance en tout cas. On a respecté ma manière de travailler qui est de ne pas montrer de croquis à l'avance et de faire confiance à l'artiste. La raison pour laquelle je fais pas de croquis avant de peindre, c'est que j'aime bien être inspiré par le lieu dans lequel je suis et le moment dans lequel que je vis, le moment en question quand je suis en train de peindre. Donc c'est une démarche très spontanée. Donc je suis venu faire cette fresque, c'était au mois de juin. Il faisait pas très beau du tout, c'était un gros problème. J'ai commencé en arrivant par peindre une sous-couche de blanc sur toute la surface. Et c'est en peignant cette sous-couche, je crois que ça m'a pris presque 2 jours parce qu'il a fallu déjà gratter un petit peu certaines parties du mur et ensuite la peindre en blanc. Donc c'était au moins 2 jours. Et c'est durant cette période que j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais peindre sur ces 2 pans de mur. J'ai été dans un petit gîte en bas, forcément en bas, il n'y a pas de point plus haut de toute façon, mais en bas à quelques kilomètres, et j'étais en vélo pour faire l'aller-retour le matin et le soir. Donc je passais dans ces paysages à des moments différents de la journée. Je travaillais très tard parce que les jours étaient tard et le temps de rentrer, il faisait déjà nuit, donc c'était très tard parce que c'était au mois de juin. Et c'était très intéressant pour moi de voir la différence entre la nature de jour et la nature de nuit, comme tout change entre quand je monte la pente en vélo le matin et qu'il fait jour, et quand je redescends et qu'il commence à faire nuit. Il y a pas mal de lièvres, des heures autour, et puis des oiseaux qui ne sont pas forcément les mêmes de jour et de nuit. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'inspiration pour la fresque. Je l'ai peint pendant tout 13 jours, je crois. Ce qui était difficile, c'est qu'il y avait des averses. Et que des averses en plein été, c'est pas forcément très très dérangeant pour un artiste comme moi qui peint en extérieur, parce que souvent le temps de séchage du mur est très rapide parce qu'il fait beaucoup plus chaud quand il pleut en été que quand il pleut en hiver.
Sauf que là, je me souviens qu'on avait des températures extrêmement basses pour un mois de juin, pas tout à fait sans ressembler au mois de juin actuel d'ailleurs. Et donc le temps de séchage était très long. Et c'est ça aussi qui faisait que je passais des très grosses journées sur le mur, parce que parfois je ne pouvais pas peindre pendant 3 heures le temps que le mur sèche. Donc c'était un petit peu contraignant, mais ça fait partie des aléas aussi. Une autre chose qui était un petit défi pour moi, c'était la nacelle, parce qu'en fait j'avais très peu d'espace pour poser la nacelle, et je ne pouvais pas faire une rotation complète avec la nacelle. Donc il fallait faire des manœuvres un petit peu compliquées. Elle était garée au sol, juste derrière, mais tout près d'une clôture et des arbres. Donc il fallait faire attention à tous ces éléments-là. Je ne pouvais pas faire une rotation complète, donc je perdais pas mal de temps à manœuvrer la nacelle pour aller d'une partie du mur à l'autre, etc. Mais ça fait partie du lieu, il est comme ça, on est en pleine forêt. Donc voilà. Et puis bon, l'autre challenge, c'était peut-être le fait d'être tout seul. J'ai eu quelqu'un qui est venu m'aider rapidement les 2-3 premiers jours, mais j'ai été rapidement tout seul. Et on est tout seul dans la nature, et ça a des bons côtés, puis ça a des côtés un petit peu moins drôles. Et il y avait aussi quelque chose, c'était qu'il y a des gens qui venaient visiter le belvédère, qui ne comprenaient pas pourquoi c'était fermé, et qui ne voyaient même pas que j'étais en train de peindre, parce que ils voyaient vaguement une nacelle, mais ils voyaient pas les murs, parce qu'ils arrivaient d'en face. Et donc il y a juste des gens qui me criaient dessus de loin, parfois pas très polis, disant que j'étais en train de leur fermer l'accès alors qu'ils avaient fait pas mal de kilomètres. Il y avait d'autres gens qui étaient beaucoup plus compréhensifs évidemment, mais je me souviens de ça. Le côté super, c'était d'être dans la nature, ça j'ai adoré, de venir en vélo le matin et le soir. Dans cette nature très belle en forêt, j'ai beaucoup apprécié, j'ai vraiment profité de ça, ouais. Donc, en arrivant, en peignant la sous-couche, là, je trouve des idées dans ma tête. J'adore faire des motifs qui s'inspirent d'éléments qui m'entourent. Donc, ça peut être la nature, mais ça peut être aussi l'urbanisme ou l'architecture. Sur beaucoup de fresques, dans beaucoup de pays dans le monde ou dans beaucoup de villes, il y a toujours des éléments différents. Et j'aime bien les essentialiser en un élément simple. Par exemple, sur la fresque, on voit des triangles qui sont des triangles équilatéraux verts. Et ça me rappelle juste un relief, en fait, un relief très vert. C'est le cas du mont des Avaloirs et des monts aux alentours, et de toute ce massif armoricain, on va dire. Donc c'est vraiment le mettre dans sa forme la plus simple. Ça va juste être un triangle au lieu de dessiner toute une montagne compliquée. Mais c'est le cumul de plein de formes simples qui crée pour moi une harmonie sur l'œuvre. Là, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et évidemment, il y avait beaucoup de choses à regarder entre les arbres, les fleurs, la nature, parce qu'on était au mois de juin, donc il y avait des fleurs qui étaient de sortie également, les oiseaux, j'aurais pu même intégrer les lièvres, etc. Il y a beaucoup d'inspiration possible, et je me suis dit comment est-ce que je peux jouer avec le fait qu'il y ait deux pans de mur comme ça qui se répondent, qui se regardent presque. Et c'est là que j'ai pensé à la nature de jour et à la nature de nuit, notamment à cause du fait que j'étais dans cette nature de jour et de nuit en repartant à vélo. Et en plus de ça, voilà, il y a un pan de mur qui fait face au lever du soleil, et il y a l'autre pan qui fait face au coucher du soleil. J'ai cette chance de savoir à tout moment où sont les points cardinaux. J'ai un très bon sens de l'orientation, je sais toujours où est le nord, sud, l'ouest, l'est. Même d'ailleurs, en général, un jour où il fait très gris et on voit pas le soleil. Et je sais pas, ça me paraissait assez naturel d'aller sur cette voie-là et de faire une fresque, voilà, d'un côté, le côté qui regarde l'est avec la nature de jour. Alors c'est est-nord-est, mais quand on est au mois de juin, le soleil se lève au nord-est, hein, en hémisphère nord et pas juste à l'est, donc on était vraiment face au lever du soleil. Où j'ai représenté des fleurs qui sont ouvertes comme elles le sont de jour, un soleil tout en haut dans la partie noir et blanc qui est un cercle à cet endroit-là. Il y a des buses en violet, des buses qui sont en train de voler qu'on voit de jour. Il y a des nuages dans un ciel, des nuages blancs dans un ciel assez clair, et puis un motif noir et blanc où on voit beaucoup plus de blanc que de noir. Et on voit également, oui, en bas, on a aussi des fleurs qui sont en vert. Et en fait, dans le pan qui est en face, qui fait face
à l'ouest, nord-ouest en fait, on va dire, donc qui correspond au coucher du soleil au mois de juin. On voit la nature de nuit, donc on voit une lune à la place du soleil dans la zone noire et blanche. On voit la forme de chouette et non de buse, parce que c'est l'animal qui sort plus la nuit. On voit des fleurs qui se sont refermées sur elles, comme on observe quand le soleil part et que les fleurs se referment. Un motif noir et blanc, où on a plus de noir que de blanc, plus d'obscurité. On a un motif avec simplement du violet foncé et des petits points blancs dessus, comme une nuit étoilée qui répond un petit peu au ciel avec les nuages, un ciel clair qui est de l'autre côté. Et voilà. Et on a des petits éclairs aussi sur cette face. Ces petits motifs quadricolores, avec un peu une forme d'éclair comme ça, qui représentait un peu le temps sombre qui arrive à la fin d'une journée. Et voilà, pour moi, c'était ces deux murs qui... Je me doute qu'il y a des visiteurs qui ne vont pas du tout voir ce côté jour ou ce côté nuit. Et ça ne me dérange pas particulièrement parce que je trouve que l'ensemble est quand même harmonieux, coloré, assez dynamique. Et puis, il y a un effet de surprise, c'est-à-dire que quand on arrive, le belvédère est très gris, on entre dedans et là, on se dit « Waouh, ok, il y a de la couleur à l'intérieur. » Et ça, je trouve ça vraiment sympa, le côté surprise. Je trouve que ça donne une vie à un territoire. Ça peut être attractif parce que ça montre qu'il se passe quelque chose sur le territoire. Il se montre qu'il y a des initiatives. Par exemple, là, des initiatives de faire venir de l'art dans des lieux. Donc, c'est pas des lieux qui sont abandonnés. Et puis, l'art, c'est une trace de l'être humain. Donc, ça montre qu'il y a des êtres humains qui sont en ceux-là, même dans des lieux un peu sauvages comme une forêt. Moi, dans mon expérience, le muralisme plaît à toutes sortes de publics. J'ai pas remarqué qu'il y a un segment de population en particulier qui est fan de muralisme et d'autres non. J'ai observé que parfois il y a des craintes de la part des maires ou des communautés de communes qui ont peur de la réaction de leur électorat vieillissant, on va dire. Donc je ne crois pas du tout à cette théorie-là, ça plaît à tout genre de public. En tout cas, ça montre qu'il y a du dynamisme. Et le dynamisme, il n'y a pas que les jeunes qui veulent du dynamisme, il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus vieux et qui apprécient qu'il y ait des couleurs, des choses qui se passent, des événements, des artistes qui viennent. Donc moi je trouve que ça rend un territoire attractif, ça le rend peut-être plus beau visuellement, et puis ça pose peut-être des questions, parce qu'il peut y avoir des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, ou alors les gens se disent « mais attends, mais qu'est-ce qu'il a voulu exprimer ?» Et que ça plaise ou non, les gens reconnaissent qu'il y a un travail, qu'il y a de la couleur qui est arrivée, même si ils auraient peut-être préféré autre chose. Mais justement, si les gens préfèrent autre chose, il faut faire venir un autre artiste et peindre un autre mur de la commune, et puis ensuite un autre, et comme ça il y en aura aussi pour tous les goûts entre guillemets, et puis l'art se répond, et puis les gens rencontrent des artistes pour de vrai, ils leur posent des questions, etc. Et je trouve que faire venir des artistes dans des lieux qui soient urbains ou ruraux, c'est hyper important. Et je terminerai en disant que c'est un moyen de faire venir du tourisme. Il y a certaines villes en Pologne, et notamment une dont j'ai oublié le nom parce que je ne parle pas du tout polonais et c'est un nom polonais, qui fait venir lors d'un festival annuel des artistes de partout dans le monde pour peindre sur des gros bâtiments qui sont en gros des barres d'HLM soviétiques qui présentent un intérêt limité pour le tourisme à la base, mais qui ont fait venir du tourisme, énormément de tourisme grâce à ces productions artistiques. Ils ont fait venir des artistes de partout dans le monde, des fresques énormes, très colorées, c'est magnifique, et ça devient des lieux où il y a un vrai tourisme, où les offices de tourisme s'emparent de cette réalité-là, et c'est super en fait, parce que c'est une forme de tourisme qui permet de se balader dans l'environnement, qui est gratuit, il n'y a pas besoin de rentrer dans un lieu, mais en faisant venir du public, on fait venir des gens aussi dans les commerces des alentours, dans les Airbnb des alentours, dans les hôtels, etc. Donc c'est encore très bien pour le dynamisme de ces communes-là. Donc on introduit toujours, mais peut-être que tout le monde ce soir connaît, peut-être pas les habitants moins, le CAE de la Mayenne, ça veut dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Nous sommes en 1901, créé en Mayenne à Laval depuis 1978, suite à la loi sur l'architecture de 1977. Et on est surtout là pour donner du conseil, être en amont des projets de maîtrise d'œuvre, même dans la maîtrise d'œuvre, pour les particuliers, pour les collectivités. On est aussi là pour faire de la sensibilisation, de l'information, de la formation auprès de tout public, donc des petits, des professionnels, des élus
ou du grand public. Donc comme ce soir par exemple, là aussi on fait on travaille avec les communes, on donne des conseils gratuits pour les particuliers. Quand vous avez un projet de construction, d'agrandissement, que ce soit pour un jardin ou une maison, ou une clôture ou autre, on peut vous conseiller. Donc vous appelez au CAE et on vous donne un rendez-vous avec l'architecte conseil Guillaume Payeur ou alors avec Mathilde Dudron quand c'est du paysage. On est une petite équipe de 7 aujourd'hui, pas tous à plein temps, entre architectes, urbanistes, paysagistes. Et nous avons des administrateurs. On en a quelques-uns ce soir dans la salle, on en a au moins 3. M. Salard qui est vice-président CAE, conseiller départemental de ce territoire. Paul-François Coustou, que vous avez entendu tout à l'heure, architecte. Et puis Vincent Emery, qui est récemment rejoint le conseil d'administration en tant qu'architecte à Laval, et Paul-François a changé. Voilà, notre président, c'est M. Brodin, le maire de Saint-Georges-du-Talon. Donc, pour parler du sujet de ce soir, avec l'équipe, on s'était dit que c'était intéressant de montrer ce que l'art, ça peut faire sur un territoire, et pas seulement l'art en milieu rural, en milieu urbain, mais aussi au sein des villages. Donc on va avoir beaucoup d'images plutôt qui sont liées souvent à l'urbain, mais il faut savoir que ça peut quand même être transposable en milieu rural. Donc ce qu'on se dit, nous, pourquoi avoir de l'art dans sa commune, parce que d'abord c'est un enrichissement pour le cadre de vie, pour tous les jours. Ça offre des points d'intérêt visuels et culturels pour vos habitants. C'est une attractivité du territoire sous l'angle touristique, on l'a vu tout à l'heure, mais on le voit aussi ici et puis on le verra dans les autres exemples. Ça stimule l'économie locale, donc aussi parce que ça fait des visiteurs. Comme vous nous avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, un mois de mai, il y a eu 6 000 visiteurs au Mont des Avalois, et ça ne doit pas être la seule fois. Ça renforce aussi l'idée de territoire, l'identité communautaire, et du coup ça renforce la fierté d'un territoire pour les habitants. C'est un soutien aussi aux artistes locaux, ça valorise les talents artistiques qui existent. Et c'est aussi un outil de pédagogie qui sensibilise la population à la culture et au patrimoine. Donc quelques exemples qu'on va voir qui donnent des choses sur le territoire. Donc là, alors c'est souvent aussi lié. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces intentions, ces interventions, elles ont aussi un rôle sur l'espace. Ça anime des lieux, mais c'est aussi ça donne une vie aussi. Et donc là, on a des exemples avec soit un abri, soit des choses qui sont plus sur un pignon qui n'avait pas d'allure, et puis aussi lié avec un mobilier qui peut être créé avec du mobilier. Donc on peut créer, aujourd'hui on parle beaucoup d'urbanisme transitoire. Donc d'urbanisme transitoire, c'est des places qu'on aménage, les espaces publics d'une façon éphémère. Et c'est vrai que dans les espaces éphémères qui sont aménagés comme ça, on peut voir des œuvres artistiques, que ce soit des collectifs ou des artistes tout seuls. Ça, c'est un autre exemple, c'est le Bruit du Firigo, c'est un autre collectif, artistes, architectes, urbanistes, ils sont plein de compétences différentes et qui font comme ça des actions sur le territoire. Voilà. Donc c'est aussi un lieu, c'est des moments d'échange sur la culture et de rencontre. Ça, c'est un autre exemple, donc ça, c'est un exemple avec de temps en temps, une œuvre artistique, elle peut avoir encore plus loin qu'un rôle de mobilier urbain, mais aussi comme un lieu, là c'est un petit pavillon pour un événement, et donc on peut imaginer des choses comme ça aussi. Et puis dans le paysage, ça peut avoir aussi une belle valeur, ça peut valoriser le patrimoine naturel, et ça peut être des interventions. Donc la première image à gauche
c'est l'exemple c'est aux Pays-Bas, et c'est l'exemple d'une forêt de peupliers qui a été faite, je crois avant les années 70, et il y a le vide plus loin, et puis la peuplerait là, et apparemment c'est le plan de la cathédrale de Reims. Et là vous voyez d'autres exemples qui sont aussi dans le paysage et liés à des arbres, sur des chemins ruraux ou liés à des grands paysages. Là, c'est des interventions aussi sur du patrimoine ancien, sur des lieux qui peuvent être aussi visibles de loin, comme Varigny, c'est quelque chose qui est très connu et qui fait c'est un artiste suisse, mais qui est établi en France et fait des choses un peu partout. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire dans le paysage, et en fait, ça donne une position et ça donne une image suivant où on se met. Et puis la dernière image, c'est un japonais, c'est Tadashi Kawamata, qui fait des interventions un peu partout, pas qu'en France, mais un peu partout, et où il travaille aussi beaucoup avec ses œuvres, avec les habitants, avec du participatif. C'est aussi des moments de convivialité. Et puis dans le paysage, alors on a remis les anneaux à Laval que vous devez connaître. Et puis un autre exemple, ça vient de la Normandie, des conteneurs qui sont... le Havre, c'est des conteneurs, donc cette œuvre rappelle ça. Voilà, ça part de l'identité aussi d'un territoire, d'un lieu. Au début, ils faisaient ça avec des pierres dessus. Ils ont fait quand ils allaient à l'école d'archives pour comprendre les forces et plus petites. C'est pas des voûtes en dessus. Je vais laisser la parole à Monsieur le maire, qui va nous raconter un peu ce que vous faites dans votre commune avec ces fresques et votre intention de continuer et ce que ça apporte aussi à la commune. C'est pas ça. Donc, je parle trop près, mais donc nous l'idée pourquoi on travaille sur des fresques, c'est venu un petit peu par hasard. Nous en 2014, quand on a été élus, on avait l'intention de, maintenant c'est à la mode, mais de revitaliser le centre-bourg, comme on parlait. Voilà. Donc on se disait comment on peut travailler. Donc la toute première chose, c'est qu'on a travaillé avec le CAUE, voilà, et on s'imaginait Pré-en-Paille dans 15 ans. Comment pouvait évoluer Pré-en-Paille. Et on a fait un constat que Pré-en-Paille, c'était un couloir. Vous arriviez d'un rond-point à un autre rond-point, c'était que des maisons le long de la route, il n'y avait pas d'ouverture, c'était gris, voilà. Et on imaginait que la personne qui passait ici se disait moi j'ai envie de sortir au bout, parce que je vois de la lumière, et est-ce que j'ai envie de m'arrêter, voilà. Alors des fois je donnais l'exemple, mais bon c'est par rapport à mon métier, mais c'était assez concret, mais je disais toujours, moi je suis agriculteur. Voilà, c'est un peu comme un couloir à bétail. Voilà. Quand une bête rentre à un bout, la seule chose qu'elle a envie, c'est de sortir à l'autre bout. Voilà, et se regarder sur les côtés. Donc on avait un petit peu peur que les gens qui passaient sur Pré-en-Paille évitent d'arrêter. Donc on a quand même entre 8 et 10 000 véhicules qui passent par jour sur la commune. Donc certes, un tiers de poids lourds, mais bon voilà, ils font partie des véhicules. Et quand on avait été élu, on avait demandé à la population sur la Nationale 12 quel était leur souhait, voilà, qu'est-ce qu'ils souhaitaient sur la commune. Est-ce que c'était une déviation, est-ce que c'était... Voilà. La déviation, elle est venue, mais très très loin. Voilà. Ça pourrait être des véhicules, alors d'ici quelques années, alors là j'ai quelqu'un qui est précurseur, mais on n'aura que des véhicules électriques, donc on n'aura plus de pollution, donc ça sera moins gênant. Voilà, mais c'est une vie, pas une compte quand même qui passe. Il y a du monde qui passe, qui arrête, il y a des gens, donc c'est un mouvement de vie. Et nous, on est assez loin d'un centre assez important. Voilà, on serait comme à Laval-Louvernay. Voilà, on peut vivre avec les habitants de Laval pour nous faire vivre. Et nous, c'est quand même le passage qui fait vivre les commerces de Pré-en-Paille. On a quelques commerçants qui sont présents. Et je pense que c'est quand même une attractivité. Voilà, les gens qui passent sur Pré-en-Paille. Donc on a réfléchi un petit peu comment on pouvait travailler. Donc on a fait 3 scénarios, donc je vais vous éviter les 3 scénarios. Et on est parti aussi sur le côté couleur. Voilà. On voulait amener de la couleur sur notre commune. Moi j'ai toujours l'idée des pays nordiques. Alors nous on a beaucoup plus de soleil parce qu'on a l'avantage, c'est qu'on est au sud de la Normandie. Donc on a plus de soleil.
Mais voilà, mais l'idée c'était ça, c'était amener de la couleur. Donc on a commencé sur ce côté-là. Et à un moment donné, avec le CAE et le département, que je remercie, il y a eu l'année, si je ne me trompe pas, de la Colombie sur la Mayenne. Il y a des artistes colombiens qui sont arrivés sur notre département. Et on a demandé à Prampaille si on voulait faire une fresque, voilà, sur un de nos pignons. Mais on ne nous avait pas dit quoi, hein, voilà. Donc nous, un peu inconscients, on a dit oui, voilà. Donc on a reçu nos Colombiens qui sont arrivés un lundi matin. Ils venaient de chez eux, ils avaient été pris à l'aéroport de Roissy la veille, ils étaient arrivés à Prampaille en octobre. Une chance, ils venaient du soleil. Mais on les voyait complètement perdus, nos deux pauvres artistes. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi? Et puis, ils nous ont demandé ce qu'on voulait à peu près. Donc c'est sûr qu'ils parlent espagnol. Moi, je parle pas trop espagnol. Mais on a réussi à se comprendre parce que la modernité fait qu'avec Google Traduction, on arrive quand même à se débrouiller. Parce qu'il fallait aussi qu'on leur trouve un logement aussi. Donc, ils ont été chez l'habitant. L'habitant, quand c'est comme ça, c'est le maire. Donc c'est vrai que mon épouse à ce moment-là, elle s'est dit, c'est une petite chose, mais elle s'est dit, bah non, vous faites venir deux artistes, mais nous on parle pas espagnol, ça va être long les 2 soirées. Alors, on a passé 2 soirées extraordinaires, franchement, 2 personnes très très bien. Donc ils nous ont pris un tout petit carton là, ils nous ont dit à peu près ce qu'on voulait. Donc nous on était plutôt parti sur un visage, voilà, qu'on souhaitait. Donc ils nous ont fait un petit croquis vite fait sur un carton, ils nous ont dit voilà ce qu'on peut faire. Bon, on s'est dit allez, ok, on y va. Et au bout de 3 jours, voilà, ils nous ont sorti cette belle fresque, voilà, et qu'on a trouvé, qui est magnifique, voilà, qui est juste dans le milieu de Prampaille, qui est très grande sur un pignon. Et ce que j'aime encore plus, c'est que, bah voilà, c'est une vraie colombienne, c'est un vrai visage, c'est le visage d'une amie à eux, voilà. Et en ce moment, je pense que c'est important d'avoir cette fresque chez nous. Voilà. Au début, ça a été un peu discuté. Parce que certaines personnes ont dit en cause il y avait une personne noire sur notre pignon en panne. Oui, mais c'est comme ça. Voilà, malheureusement, voilà, il y a quand même des gens qui ont encore cette idée-là. Et c'est peut-être encore plus le cas aujourd'hui. Alors je suis très fier en ce moment de l'avoir. Voilà. Et elle est très jolie, elle a un très beau visage. Ils ont pris tout le mobilier urbain, même le petit lampadaire qui est en plein milieu de la fleur, ce qui fait que le soir, quand il y a la lumière, bah, ça éclaire bien le visage. Et ils l'ont fait en 3 jours. Voilà. Donc, et ils ont fait participer les enfants. Ça a été 3 belles journées. Voilà. Humainement, ça a été très 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 bien. Donc nous on a été très fiers. Je les suis toujours sur Facebook parce que voilà, c'est quand même des artistes qui sont assez renommés sur la Colombie, mais très humains. Donc ça leur a permis de connaître un petit peu notre Ricard, notre Calvados. Ils ont connu tout ce côté-là. Mais on a passé 2 très belles soirées avec eux à discuter grâce à Google Traduction, mais c'était très belle soirée. Donc voilà, donc ça c'était notre première fresque. Mais à un moment donné, avant d'aller avant d'ici, c'est que dans notre réflexion, on s'est dit mais c'est pas notre première. Mais à un moment donné, quand on passe tellement devant des choses, on ne voit plus. Voilà. Il y a une personne qui est présente ici, Martine Rago, qui a une fresque des 37 ans, c'est ça Martine, hein? Oui. Voilà, alors on va voir, peut-être qu'on peut peut-être aller vite passer, on va revenir à la fresque, à Philippe. Encore, c'était la première, je crois. Première slide. Ah, la première slide. Ouais, voilà, celle-ci, voilà. Donc, à 37 ans, voilà. Donc, elle a été rénovée 3 fois, c'est ça Martine, hein? Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes artistes. Le dernier qui a fait ça est décédé. En dessous, où il y a Patrick, il y avait une jeune femme des Beaux-Arts. Et puis après, l'autre, je ne me souviens plus. Le pauvre garçon, je l'ai oublié. Mais oui, 3 fresques différentes. Voilà. Donc, c'est une très belle fresque sur le magasin. C'est un magasin de Cavava. Voilà. Et donc, c'est vraiment notre première. Voilà, certes, comme j'ai fait tout à l'heure, il y en a aussi, c'était plutôt des publicitaires dans le temps. Voilà, on peignait, hein, c'était du bonnet, c'était Ripolin, comme tu disais tout à l'heure. Ah, mais voilà, celle-ci, voilà, c'est vraiment une des premières. Donc, notre colombienne, c'est la deuxième hein, qu'on a eue voilà, en 2017. Et après, voilà, ça a donné des idées à d'autres. Et puis nous, on a lancé aussi une opération colorisation de façade. Donc, on donne une subvention
à chaque personne qui sont sur la Nationale 12 qui veulent bien colorer leur façade. Mais alors, toutes les couleurs. Nous, franchement, on a nos limites. Voilà. Et les premiers qui ont commencé, donc bien entendu, on a commencé sur un bâtiment communal qu'on a fait rouge et vert, bien marqué, et on a eu de la chance, c'est que notre boulanger qui est juste à côté s'est dit, bah, moi aussi je veux continuer, et il a fait rose et bleu, et bien marqué. Alors c'est vrai qu'au début ça a un peu choqué les gens, mais parce qu'on se disait aussi, alors maintenant on voit l'art, mais il y a un côté aussi communication, parce qu'on peut se dire, voilà, il y a une boulangerie qui est rose et bleue, des fois on ne se rappelle pas toujours du nom quand on passe. Mais quand on a été acheter du pain dans cette boulangerie-là, c'est de se dire, tiens, le prochain coup, quand je repasserai, c'est vrai que la boulangerie, qu'est-ce qu'elle m'a marqué, elle était rose et bleue. Et c'est de la communication, indirectement. Voilà, donc il y en a d'autres qui ont compris, qui ont continué. Donc vous voyez, donc on a plusieurs couleurs sur Prampagne. Et on va relancer une opération prochainement, bah là, depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2025. Avec la même aide pour voilà, qu'on relance aussi un petit coup pour qu'on ait encore de la couleur sur notre route. Et on a aussi abattu quelques bâtiments sur la Nationale 12 pour éclaircir un petit peu, pour voir un petit peu les à côté de Prampagne, parce que ce n'est pas qu'une Nationale 12, vous l'avez vu tout à l'heure, on a quand même un patrimoine naturel qui est superbe, c'est de permettre de le voir aussi de la 12. Donc voilà, donc c'est tout le travail qu'on a fait, et c'est avec le CIE qu'on a bien travaillé ce côté-là. Et depuis, bah voilà, on a d'autres fresques qui se sont montées. Alors je vais donner la parole juste après à Philippe. On a eu Philippe qui a fait, il y a combien de temps, 2 ans, 3 ans 2011. Ah non. Ah ouais, ça me fait peur que le temps passe vite, mais oui, 2021. Voilà. Et on a 2 autres fresques qui sont faites derrière. On a une autre aussi qu'on a vue tout à l'heure avec l'oiseau bleu qui est juste derrière. Celle-ci, voilà. Donc ça, c'est avec le parc Normandie-Maine. C'est Martin Buizard qui est sur qui est sur notre territoire. Et les enfants ont participé aussi en bas. C'est eux qui ont peint tout ce qui est végétaux. Donc ils ont travaillé avec les écoles. Et puis après, voilà, dernièrement, on a eu 2 fresques, donc une belle que vous avez dû voir juste dans le pignon avec, tous les jeunes connaissent, avec Fernandel qui mange sa pizza et si Cédric dira peut-être un tout petit mot tout à l'heure parce qu'il y a une histoire derrière cette fresque avec le côté, donc ouais, il y a ce côté là qui est intéressant, donc et puis voilà, après voilà, il y a le petit boucher aussi qui a fait sa petite fresque, et ça va donner aussi, ça donne l'idée à d'autres commerces aussi prochainement de faire des fresques sur leur façade, voilà. Et nous, voilà, c'est nos limites, hein. Nous on y va, voilà. Tout à l'heure, on entendait l'artiste qui disait qu'il y avait certaines municipalités ou collectivités qui étaient frileuses. Alors nous, on n'est pas frileux du tout. Hein. Voilà. Donc nous, on aime la couleur, on veut de la couleur, et pourvu que ça dure. Voilà. Et ben voilà un petit peu le parcours et l'histoire de la fresque. Je vais peut-être donner comme la parole à Philippe qui a fait sa fresque, parce qu'il y a aussi plusieurs symboles dans cette fresque. Et ça, je vais te laisser ce côté-là. Avec le belvédère qu'on voit avec la main. Voilà, ça c'est. Dans le dedans. Comme ça marche. Voilà, ça marche. Donc, nous avons une maison en bordure de la 12. Pardon. Comme ça, c'est mieux. Donc, nous avons une maison en bordure de la 12 qui date de 1783. La façade était grise, sale, pas très attractive. Donc en 2010, on a eu l'idée de la coloriser suite aux initiatives de la commune. En 2020. Tu t'es dit dans le tard, Décidément. En 2020, nous avons eu l'idée de la coloriser suite au projet de la commune de subventionner et puis d'encourager la colorisation des façades. Donc on a choisi une couleur qui au début a un peu choqué, qui était rouge et vert. Rouge et vert. On en voit un petit bout. Et restait ce mur qui était gris, un gris qui recouvrait une ancienne peinture Ripollin. Il y avait un marchand de couleurs qui était à côté, je pense que c'était pas innocent. Mais c'est une peinture qui était délavée, et puis bon, la réglementation interdit un peu de faire des publicités, donc on n'allait pas refaire une Ripollin. Et puis, par attachement à la commune, au secteur, on a déterminé
projet. Et on a consulté trois artistes à qui on a soumis l'idée de faire une fresque qui représentait les atouts de la commune et de son environnement, c'est-à-dire la Mayenne, le belvédère, la marche, la randonnée. Et puis en consultant la LPO, ils m'ont dit il y a le Busard Saint-Martin qui est une race endémique au secteur, donc ça serait bien que cette fresque présente le Busard Saint-Martin. Donc on a eu 3 projets. Donc une artiste de Corinne Bornet, que peut-être certains connaissent, qui est d'Alençon. On a eu un autre artiste qui est Évoque, peut-être que je connais, je ne sais pas comment ça vient, qui est normand, et puis Bertrand Tramard, qui est de Falaise. Et comme j'avais associé la commune à ce projet, j'ai demandé à la commune, on a fait une petite réunion, pour savoir quel projet il préférait. Moi, j'avais ma préférence, et ça tombait bien, c'était la même. Et puis ça tombait bien, c'était la moins chère. Donc tout était réuni, et il a travaillé pendant 3 semaines à peu près. Donc le premier travail, c'était de couvrir le mur par un fond, et puis après, tout à la bombe. Chaque détail a été fait, toute la peinture a été faite à la bombe pendant. Il y a eu quelques personnes à s'arrêter pour poser des questions. Bon, j'avais déjà beaucoup le résultat. Donc là, vous voyez avec l'eau qui coule. Ouais, c'est la source de la Mayenne. Départ de campagne. Voilà. Ah, c'est bon. Et donc la commune m'a financièrement aidé à ce projet. Je en remercie. Voilà. Ça fait à peu près 50 mètres carrés. Bravo. Du coup, on va laisser dire un mot à Brigitte Maligone sur cette année de Colombie, avec les fresques qui se sont déroulées à Prampaille, et puis ce que ça peut faire aussi sur un territoire. Alors, donc, c'était en 2017. En fait, la France organise des échanges. L'Institut français organise des échanges entre la France et un pays du monde à peu près tous les ans. Parfois, c'est 2 par an. Enfin, voilà. Il s'est trouvé que 2017, c'était donc l'échange France-Colombie. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu cette idée folle de mettre en place une espèce d'année de la Mayenne aux couleurs de la Colombie. Voilà. En touchant, moi ce qui m'intéressait, tout à l'heure je vous entendais parler de couleurs, de gens différents, etc. C'est cela qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire d'associer tous les arts, parce qu'il me semble que tous les arts sont associables complètement, et que grâce à cela on mélange les publics. Enfin voilà, entre autres choses. Donc, pendant 1 an, la Mayenne, avec différents événements, aussi bien de danse, de musique, de peinture, voilà, entre la France et de littérature. Parce qu'au départ, moi, c'est ce qui m'anime, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas rester sur son précaré. Il me semble particulièrement intéressant de faire des ponts entre tous ces différents arts. Et j'avais en particulier un contact avec des peintres street arteurs. Je trouvais que ça, c'était particulièrement un projet qui me soulevait tout particulièrement. Et en fait, on a réussi à les faire venir, et ils ont fait plusieurs fresques. Donc, la plus belle, je pense quand même, c'est pas parce que je suis là, mais je crois quand même que c'est celle de Préampaille. Et puis il y en a eu également 2 autres à Laval. Vous voyez, le long du donjon, il y a en fait du château, il y a un petit jardin qui descend jusqu'à l'entrée de la rue du Val-de-Mayenne. Alors je crois qu'en ce moment il est fermé d'ailleurs, ce jardin, parce qu'il y a eu des problèmes il y a eu quelques problèmes, donc il était fermé, mais là il y avait une espèce de grand mur, de mur très vilain,
Voilà. Et moi, en me promenant, parce que bien sûr, je m'étais promenée dans des tas d'endroits pour me dire où est-ce qu'on pourrait me faire des fresques. Et donc, en promenant, je me suis dit, là, ce serait vraiment super. Donc là, il y en a une. Et puis, il y en a également une qui devait ne pas durer longtemps, puisqu'en fait, c'est sur un échafaudage, en fait, qui est en haut de la Grande Rue, sur la maison, vous savez, du Moyen-Âge, qui a été refaite complètement par son propriétaire, en fait. Et là, on a dit donc, il y avait ce grand pan de bois, et on s'est dit, ce serait magnifique de faire une fresque. Et le propriétaire a dit, ok. Et en plus, eh bien, elle est toujours là, parce que le chantier de la maison, c'est un peu compliqué, je crois. Et en fait, le chantier de la maison est en arrêt, et du coup, eh bien, cette fresque est toujours là, alors qu'elle devait être amenée à disparaître. Hein. Elle devait être éphémère, encore plus que les autres, je crois. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, moi, je trouvais particulièrement intéressant, je vous entendais parler de différents artistes, et bien de faire venir, bien sûr, faire travailler des artistes du territoire, ça bien entendu, mais également, et j'entendais que voilà, vous avez fait des appels pour des œuvres donc d'autres régions, et puis également, je trouve que c'est absolument passionnant que de mêler également les pays. Donc notre monde, notre planète, c'est un grand pays pour moi. Donc voilà. C'est un peu ce qui a animé cette année, cette Mayenne aux couleurs de la Colombie, qui était, je répète, un projet un peu fou, mais finalement, eh bien, une fois parti, qui a réussi à se réaliser donc en cours de cette année 2017. Et la fresque, et je terminerai là-dessus, c'est la fresque de cette femme colombienne, eh bien j'en parlais tout de suite, on parlait de petites anecdotes. Je me souviens le jour de l'inauguration, justement, il y avait toute une classe d'enfants qui étaient au pied de la fresque, ils étaient venus un petit peu participer, qui s'entendaient très bien avec les peintres. Et en fait, il y avait donc, comme c'est la Nationale 12, où passent donc des gros camions, et bien tout d'un coup est arrivé un énorme camion qui s'est arrêté complètement, qui a freiné juste à ce carrefour, qui a arrêté son camion, il y en avait quelques autres derrière, qui s'est arrêté, qui a baissé sa fenêtre et qui a fait venir son pouce comme ça en nous disant « Bravo, c'est magnifique » et ils en profitaient pleinement. Et je trouvais qu'on avait totalement réussi ce qu'on voulait faire, à savoir justement, eh bien, là, ces enfants étaient là, avaient participé, ils semblaient très heureux. Les habitants de Pré-en-Paille étaient là aussi, parce que donc c'était la fin de l'inauguration. Et sur cette rue, eh bien, passagère, ce gros camion qui s'arrête, et ça, c'était pas du tout, bien sûr, préparé, eh bien, c'était tout à fait symbolique de ce que représentait cette fresque. Voilà. Si vous avez quelques questions Merci. Et bien sûr, c'est le CAE qui nous a beaucoup aidé que je remercie d'ailleurs, pour ce projet de street art. Je crois qu'il y a eu d'autres actions avec des photos. Oui, il y a eu la photographie, de la danse, de la littérature, un artiste pas peintre, puisqu'en fait c'était des petits. J'ai retrouvé mes vieilles plaquettes en fait, qui avaient été mises en place tout au long de cette année. Et on avait réussi à faire des choses intéressantes. Et ce que je trouvais bien, c'était ça. C'était le mélange des publics, le mélange des arts voilà. Et venir dans tous les petits villages, parce que justement, il y a eu des choses qui ont eu lieu à Laval, mais il y a eu des choses qui ont eu lieu à Cossé-Vivien, il y a eu pas très loin de chez vous, là où il y avait eu le nom m'échappe, là où il y avait eu justement un magnifique artiste. Antoine, c'était, comment ça s'appelle, la jolie ville, Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, et puis donc, voilà, c'était aussi l'intérêt de cette année. Merci beaucoup.
parce qu'on enregistre aussi. Du coup, on va continuer et on va parler avec Sophie Brosset, donc de Mayenne Culture, et de ce que vous faites et de ce qui se passe dans le département pour l'art. Merci Carole. Merci pour votre invitation. Merci au CAUE pour ces rendez-vous du mardi qui nous réunissent régulièrement, toujours dans des lieux à découvrir. La dernière fois, on était à Montflour dans une mini-forêt. Là, on est après en paille en haut d'un belvédère et puis à l'intérieur d'une salle magnifique. Donc, je rebondis sur ce que vous venez de dire, madame, parce que c'est vrai que ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, c'est la réunion le mélange des arts, vous l'avez appelé comme ça, les ponts à créer entre les uns et les autres. Je rebondis aussi sur votre sous-titre, Valentine et Carole, un levier de transformation. C'est aussi, ça s'apparente aussi au sous-titre de notre appel à projet qui s'appelle Habiter, créer et qu'on a sous-titré Art visuel, levier de transversalité. Alors je vais essayer de faire court parce que je suis une grande bavarde. Et je suis venue ici pour vous dire un peu où en est la politique culturelle départementale en faveur des arts visuels, qui a été votée il y a un petit peu plus d'1 an, et qui vise à encourager la présence des artistes sur le territoire mayennais. Et pour cela, il y a une étude qui a été commandée par le département en 2020 à Mayenne Culture, qui a été réalisée par deux agences. Et cette étude a proposé des préconisations, bien sûr, et notamment d'organiser une résidence dans 3 sites patrimoniaux que sont le musée archéologique de Jublain, le château de Sainte-Suzanne et le musée Robert Tatin. Donc en ce moment, vous pouvez découvrir l'exposition de cette première édition de résidence. Et c'est un artiste qui s'appelle Thomas Torlet. Là, je regarde les artistes puisqu'ils le connaissent peut-être, Thomas Torlet. C'est un artiste qui est pas loin du graffiti, en ce sens qu'avec un autre artiste, il a décollé des graffitis des murs pour en faire des rouleaux. C'est une pièce qui est aujourd'hui dans la collection du FRAC Bretagne, du Fonds régional d'art contemporain à Rennes. Alors voilà, c'est ça, oui, on va voir Thomas Torlet en train d'installer cette pièce. Donc ce que vous voyez là sont des graffitis qui ont été décollés de plusieurs friches, des friches urbaines principalement, du sud de la France, mais pas que. Il a fait ça avec un autre artiste qui s'appelle Hugo Schiavi et on le retrouve aujourd'hui dans une collection d'art contemporain. La deuxième proposition de Thomas Torlet, c'est cette proposition au musée archéologique de Jublain qui s'appelle Sarcos-Phagos. L'archéologie, c'est un sujet qui l'intéresse particulièrement et c'est pour ça qu'il avait répondu à l'appel à candidature de cette résidence. Qui a permis de recevoir, le département a reçu presque une centaine de candidatures. Et là, ce sont des moules de frigo. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la résidence, ça prend beaucoup trop de temps et je voudrais aussi laisser la parole aux artistes. La troisième pièce qui est montrée au musée Robert Tatin, c'est une pièce que l'artiste a réalisée avec des lycéens de Château-Gontier. Et c'est une machine pour réaliser un dessin de mandala. Donc c'est un sablier qui a été réalisé en impression 3D et dont un exemplaire est confié au lycée. Et voilà, les enseignants et les élèves pourront continuer à activer cette pièce autant de temps qu'ils voudront. Donc à la suite de cette étude qui a été commandée par le département, il y a cette résidence qui a été créée, et puis il y a d'autres dispositifs qui permettent de développer des résidences arts visuels en Mayenne, et
notamment une opération qui s'appelle Création des territoires et qui permet aux EPCI d'être aidés par le département pour accueillir des plasticiens en résidence. Et puis il y a cet appel à projet dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Habiter Créer, dont la deuxième édition vient d'être publiée au mois de mai. Les artistes et les associations d'artistes peuvent y répondre jusqu'au 18 octobre. Et le département aide à hauteur de 50% du budget artistique, 5 projets qui seront sélectionnés. Voilà, donc on espère à terme proposer d'autres dispositifs pour encourager les artistes qui sont déjà présents, les artistes qui viennent en résidence, puis les artistes qui auraient envie de s'installer. Voilà, donc je viens rapidement vous présenter ces dispositifs et vous dire que, bien que les artistes sont écoutés pour savoir quels sont leurs besoins depuis 2 ou 3 ans par le département. Et puis, voilà, on espère qu'ils seront accompagnés comme autant le sont les artistes du spectacle vivant, ou autant que peut l'être le réseau de lecture publique. En tout cas, c'est dans cette optique que le département et Mayenne Culture travaillent depuis 2 ans. Voilà. C'est vrai que c'est important aussi de savoir comment on peut financer ces œuvres, comment on peut faire aussi, c'est pas si simple. Et avec Brigitte, on parlait aussi de mécènes. Donc il n'y en a pas partout, mais des gens qui peuvent aider et qui ont envie justement de l'art, que ce soit aussi bien les pouvoirs publics, mais aussi les privés ou autres, ça peut aussi aider. On va continuer la soirée avec donc un exemple très rural, donc avec Françoise Marchand et Bernard Tisserand, donc qui sont membres du comité des fêtes de Saint-Pierre-sur-Ève et qui font bien vivre cette commune. Donc moi je voudrais savoir qui dans la salle connaît Saint-Pierre-sur-Ève. 5 personnes connaissent Saint-Pierre-sur-Ève. C'est absolument aberrant. Je vous le dis tout de suite, c'est aberrant. C'est un petit paradis, c'est une petite cité de caractère. Nous avons eu un maire qui s'appelait Marcel Mottet, qui a œuvré de 1995 à 2014, et qui, en 2012, a obtenu le label de petite cité de caractère, après s'être battu pendant 9 ans. Et avec toute cette énergie, il en a fait une petite bourgade absolument adorable à notre avis. Toutes les maisons sont restaurées. Il y a une partie des maisons qui ont été achetées il y a peu de temps, grâce aussi au CAE, qui est venu faire des projets, qui a présenté quelques projets en bout de maison pour dire voilà, si vous la rénovez, vous pourriez obtenir ça, ou ça, ou ça. Et c'est vrai que ça a sans doute aidé. Et aujourd'hui, toutes les maisons sont restaurées. Donc c'est quand même un cas assez intéressant, puisque quand je traverse beaucoup de petits villages de la Mayenne, j'ai beaucoup de petits villages où toutes les maisons sont fermées. Donc depuis qu'on est petite cité de caractère, ça c'est chouette. Et un bistrot associatif a été ouvert en 2015. Nous avons un président de comité des fêtes qui est hyper dynamique et qui s'appelle Antoine Jossé, qui est complètement investi dans ce projet. Nous avons une 50aine d'animations dans une année, une 50aine d'animations dans une année. Nous sommes une petite bourgade de 140 habitants. Excusez-moi. Non mais c'est fantastique. Il y a des concerts classiques dans l'église. Et puis autrement des concerts autres qui sont ou dans la salle de bistrot ou en terrasse du café. Enfin, tout ça c'est extrêmement joyeux et dynamique. La population est très très variée. Nous avons d'anciens pharmaciens, nous avons un ancien gynécologue, nous avons je sais pas qui. Et toute cette population-là qui se mélange fait que c'est vraiment riche, quoi. Et sur la terrasse du café, messieurs, dames,
Je n'ai jamais autant parlé anglais qu'ici, ou espagnol, parce que nous avons des anglais et des espagnols. Mais je vais surtout passer la parole à Bernard Tisserand, qui est le commissaire de l'exposition In Situ, parce que nous avons 2 grandes manifestations, nous en avons plein puisque nous en avons 50, et nous avons 2 très grandes manifestations, In Situ et la journée des peintres qui se termine avec la fête des Lumières, où là, ce jour-là, toutes les maisons du village sont éclairées. Donc c'est super beau, c'est le dernier des bougies, tout le monde participe et c'est vraiment très sympa. Et des concerts. Eh ben, oui, j'ai dit, donc je passe la parole à Bernard pour In Situ, parce qu'il est commissaire à l'exposition. Bonjour. Voilà, donc cette aventure a commencé il y a 9 ans. Moi, j'étais pas tout à fait dans l'histoire. Ça avait débuté par en fait l'installation d'une petite association, les 3A53, qui était à Laval. Et un de ces, je pense même que c'était le président, était originaire de Saint-Pierre. Donc ils ont eu l'idée de faire une exposition dans le village. Et une deuxième année, ça s'est fait. Moi, je suis venu après, j'ai rejoint Antoine Josset, justement, et je me suis dit que c'était une superbe aventure, et ma seule crainte, c'était que ce ne soit pas pérenne. Donc, d'œuvrer pour qu'on puisse durer dans le temps. Pour l'instant, c'est gagné, ça fait 9 ans que ça dure. Et au fur et à mesure, on a de plus en plus d'artistes amateurs, certes, mais assez intéressants pour faire une exposition qui est dans tout le village. Dans des parties qui sont abritées, hein, comme la salle du café derrière la salle de conseil, dans l'église, au petit four banal, et dans une petite maison qui est prêtée par un des habitants, qu'on en appelle la maison de Rosalie. Donc voilà, et ainsi de suite. Et dans tout l'extérieur, alors les sculptures qui peuvent s'y mettre, et on a eu l'idée de mettre des bâches sur les maisons des propriétaires qui le veulent bien, et on tire des œuvres, photos ou peintures, etc. sur ces bâches. Il y en a 25 ou 28, et ainsi de suite. En fait, ça émaille tout un territoire dans le village. Et ça marche très bien. Je veux dire, on a de plus en plus. Et on a des demandes d'artistes qui arrivent trop tard. On leur dit, venez l'année prochaine. Donc, mais pour l'instant, c'est vraiment... bon, l'organisation est un petit peu laborieuse quand même, parce que avoir autant d'artistes et leur trouver une place à chacun, et qui ne soit pas pénalisant pour l'un ou pour l'autre, c'est ça qui est le plus délicat. Et puis là-dessus, bon, moi je suis graphiste de formation. Donc je m'occupe de la communication, des affiches, de l'information sur le site, et puis d'un catalogue. Alors, on fait un catalogue en fait plus ou moins en ligne, c'est-à-dire qu'on a 3 petits classeurs qui sont dans 3 endroits différents du village, où il y a un petit mot et une image pour chaque artiste. Et avec un QR code, on peut très bien télécharger ça. Et un plan qui permet de situer toutes les œuvres qui sont dans le village. Voilà, mais on a... Alors là, effectivement, nous, voilà, le plan qui est en fait affiché à 4 endroits, voilà. Et là, on peut, et avec un QR code, en fait, on peut le charger directement sur son téléphone et déambuler dans le village sans trop de difficultés. Voilà, c'est une très belle expérience. Il y a 2 œuvres majeures aussi cette année, Bernard. 2 œuvres majeures. Nous avons une forêt, parce que vous en avez de très très belles. Mais nous, monsieur, nous en avons une très très belle aussi. Venez la voir, vraiment, venez la voir. Une très belle forêt. Et nous avons un poisson volant qui passe par-dessus notre petit pont. Entre autres, nous avons 50 artistes. Merci. C'est aussi un village où il y a beaucoup de randonneurs, il y a beaucoup de gens qui viennent se promener, et du coup c'est un prétexte aussi, ces œuvres, c'est le prétexte d'aller les chercher, d'aller les voir et de s'approcher des maisons. Alors au-delà de ça, il y a le bar associatif, le bistrot associatif, qui en fait est ouvert tous les soirs pendant l'été et qui effectivement accueille plein de randonneurs et plein de passants. Et on est référencé accueil touristique aussi pour les jeunes. Et j'ai bien vu ce week-end, dès qu'il est ouvert, là, il y a plein, ça attire. Ça attire les gens. Ça attire beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un village qui a l'air
qui est animé par tout votre travail de membres du comité des fêtes et des élus. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous arrivez à faire pour travailler en même temps à ce que les habitants participent aussi à cette démarche. Et du coup, dans les jardins, on voit aussi des gens qui mettent des œuvres d'art et qui mettent des petits panneaux, des petites choses à voir. Voilà. C'est souvent les artistes qui... Oui, mais en accord avec les... Voilà, on leur demande... Bravo. Donc après, ça va être Charles et Charles, membres du collectif d'artistes Good Good Mood, et où on voit aujourd'hui des graphes, entre autres à Laval, pour ceux qui sont de Mayenne, mais il y a d'autres choses à voir et vous allez nous parler de ce que vous faites. Merci. Bonsoir. Donc on est une association qui est toute neuve. Ça fait depuis 2 ans qu'on est vraiment actif. Enfin, notre premier chantier, c'était début 2023, février. Donc on est là depuis 2021. On fait essentiellement du graffiti. Donc la découverte, des fresques participatives, des fresques de la réalisation, des initiations. Et donc cette année, on a fait un mini-festival. Donc on nous a, la ville de Laval nous a octroyé un bâtiment qui allait être démoli. Donc ça a été un peu organisé dans le va-vite, mais on a réussi à produire sur une grande surface, faire venir une 40aine d'artistes graffiti de la France entière. Et ça a été investi en un week-end, et le week-end d'après c'était ouvert au public. Donc pour des problèmes de logistique avec la mairie, on n'a pas pu ouvrir sur plusieurs week-ends, ce qui aurait été préférable pour le public. Donc ça c'est une fresque qui a été faite au 11 novembre, donc ça n'a rien à voir avec ce que je vous parle, mais c'est ce qui a été fait l'année dernière. Donc c'est pour un peu embellir le chantier qui est en ce moment sur la place. Donc voilà, donc nous, notre démarche en réalité, ça rejoint beaucoup votre démarche de faire vivre les murs pour mettre du dynamisme, sans s'en rendre compte, mettre de la couleur partout, égayer un petit peu les esprits. Et on a aussi cette vocation à vouloir donner envie de faire. C'est-à-dire le partage, il est aussi à ce niveau-là, ce qu'on aime bien faire. Là, vous parliez de partage à l'international. Et il y avait un Colombien cette année aussi à notre festival. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, de pouvoir découvrir, développer, regarder des techniques, échanger, et surtout sur les expériences. Là, nous, on aimerait développer cette idée de pouvoir proposer des fresques un peu partout en ville, sur des gens, justement, vous disiez, qui sont frileux, de pouvoir les accompagner. Donc moi je suis agréablement surprise ce soir, je ne savais pas trop dans quoi on arrivait, mais en vrai on se rend compte que, parce que à la fin de notre festival on s'est dit Laval c'est bien, bon c'est une politique, c'est un état d'esprit un peu particulier, et on s'était dit en finalité on veut s'ouvrir sur toute la Mayenne, pouvoir montrer aussi que même dans des lieux comme le Belvédère qui est en pleine nature, on puisse montrer vraiment des choses qui sont attrayantes et qui dénotent un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc je trouvais ça, moi sincèrement, je suis ravi de tous vous rencontrer. Et je trouve ça intéressant parce que même dans le côté touristique, on va dire en termes de politique, le plus intéressant parce qu'il faut amener un petit peu de public, il faut montrer des choses et ainsi de suite. Et bah, en Mayenne, il y a énormément de choses à faire et on peut agrémenter ça par du visuel, par des artistes locaux dans un premier temps, mais surtout ouvrir à différentes choses. Nous, on fait du graffiti, mais c'est vrai qu'en faisant des expositions, on a aussi ce qu'on appelle de l'installation. Donc là, on est sur des volumes, on est sur des choses un peu plus comme
montriez à Jubelin. Et là, ça donne une autre dimension encore. Alors, on sort un petit peu du cadre du graffiti et du street art, mais nous, ça nous dit de participer à tout ça, en tout cas. Et voilà, en gros, là, c'est des choses qu'on a fait avec... parce qu'on participe beaucoup avec des ateliers, avec des enfants. Normalement, cette année, on va le faire aussi avec des personnes d'une autre génération, parce qu'on veut aussi partager ça, de pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec une bombe et donner d'autres occasions, peut-être, à ces gens-là de réaliser des choses qu'ils n'auraient pas pensé faire dans une autre démarche. Donc voilà, nous on veut, c'est ça notre vocation, c'est vraiment d'ouvrir avec d'autres publics, sur d'autres surfaces, sur des choses peut-être surprenantes qui pourraient être intéressantes. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je sais pas si tu as quelque chose à dire. Ouais, bah en gros, c'est ça. En tout cas, merci pour le passage et toute cette découverte très intéressante. Ouais. Oui, j'ai un dernier mot à dire. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à votre la N12, c'est ça? Et ben, ça a marché sur nous en fait, parce qu'on est arrivé direct dans la rue et on a ralenti sur chaque peinture, chaque pièce, chaque fresque. Et on a été très étonnés de voir des fresques de cette taille dans une ville, village, voilà. Donc ça a marché sur nous et félicitations là-dessus. Ouais. Bravo. Ouais, bravo. Si je veux dire un tout petit mot, alors, nous, c'est une idée un peu folle, hein, mais vous parliez tout à l'heure de festival un petit peu, mais on aimerait faire, je ne sais pas si c'est une sorte de festival, mais un petit peu ça quand même, mais sur notre National 12, et voir si on ne pourrait pas travailler avec tous les riverains, ceux qui seraient volontaires, de faire des fresques, voilà, avec des artistes, voilà, donc je vous retiens, mais on aimerait ça, voilà, franchement, faire une journée régulière tous les ans, une sorte de petit festival du street art, et travailler avec les riverains et voir si leur façade avec un thème bien particulier chaque année, voilà, de travailler, mais voilà, c'est une idée peut-être un petit peu folle, mais on aimerait bien. Voilà, on aimerait ça. Voilà. Mais on aime tout ce qui est un peu fou. Donc, je vais quand même donner à Cédric quand même la parole. Voilà, la belle fresque que vous avez vue au Pignon qui explique un petit peu l'histoire, si tu veux. Oui, parce qu'en fait, derrière cette fresque au Pignon, il y a une histoire. On va donner le micro. Ou bien ici, ouais. Voilà, la voix dans la partie théâtre, un peu bon. Donc pour la fresque de Don Camillo, il y a toute une histoire derrière. En fait, c'est qu'on était commerçant en camion pendant des années ici. Et on a décidé de se rapprocher avec toute notre équipe, de monter une pizzeria. Et le truc, c'est qu'en passant devant ce bâtiment qu'on a pu avoir par la mairie après la première maison qu'on voit marquée Pizza Playa en bleu, en passant sur cette rue, justement, on se disait tout le temps, il y a un grand tableau. Enfin, je me disais tout le temps en passant, il y a un grand tableau. J'emmenais mes enfants à l'école. Et j'avais l'impression dans ma voiture de dire, mais c'est le tableau de la maîtresse, sur cette National 12. Et donc j'ai eu l'idée rapidement de faire un truc hors du commun. Donc je me suis rapproché de Lionel que je connaissais. On a échangé pendant un an à un petit peu des fois batailler, enfin batailler gentiment en disant maintenant on fait comme ça. Il est très bon, il a de superbes idées. Et donc on en est arrivé à ça. Et quand j'ai présenté le dessin à monsieur le maire, si je me rappelle bien, il avait le sourire en disant mais c'est super. Et donc pour la petite histoire, en fait, Don Camillo, j'ai été élevé en partie par ma grand-mère quand j'étais petit. Et donc c'était un petit peu ce que je regardais avec elle. Et j'avais l'idée de le faire en noir et blanc pour leur ressortir vraiment sur... Et donc on s'est entendu avec Lionel pour ça. La pizza, parce que c'est notre métier depuis des années. Le petit clin d'œil de Don Camillo. Et quand on passe devant, j'avais mon grand-père, moi, qui était d'Ambrières-les-Vallées, qui était marchand de bière, qui faisait toute la Mayenne, comme ça, tous les bars, et ils avaient un bar Le Pont-Neuf à Ambrières. Et donc c'est un petit clin d'œil de l'autre côté, sur la vieille façade en bleu. C'est marqué Pizza Playa, mais ça aurait pu être bistrot. Et donc on a voulu repartir sur vraiment les vieilles façades avec les vitres.
voilà, c'est tout en trompe-l'œil, c'est vraiment un mur plat. Ah non, mais j'ai les photos de. C'est un mur vraiment. Il n'y a aucune corniche, il n'y a rien. Et la maison qui est juste à côté, on ne voit pas sur la photo, mais en fait partie, et c'est lui qui a décidé de laisser la porte marron pour vraiment faire une habitation à part. Et ce qui est super, c'est que dans les carreaux, il y a le reflet des maisons en face. Exactement, ouais. C'est super, franchement, il y a le reflet des maisons en face. C'était une super complicité avec Lionel, donc on s'est encore eu au téléphone tout à l'heure. Et lui, quand je lui ai proposé ça, je lui ai envoyé le mur, et il m'a dit, mais le cadeau que tu me fais, de me filer un mur comme ça, il dit, tu te rends pas compte. Et quand je lui ai dit le nombre de voitures qui passaient, on a échangé sur plusieurs trucs, et comme vous, en fait, quand il est arrivé ici, il m'a dit, c'est vrai, fais-moi faire le tour de la ville, de la commune. Donc je lui ai fait voir toutes les... Il était surpris, il m'a dit, j'ai rarement eu des petites communes avec déjà autant de fresques. Il m'a dit, c'est impressionnant, et donc vous avez quand même un maire qui est pour ça, parce que c'est pas partout comme ça. Ouais. Non, c'est super, et puis comme je vous ai dit, c'est vraiment un couloir. Donc, quand tu peux amener un matin, on emmène nos enfants à l'école, on voit mon Camillo, et tu te dis, t'as le petit sourire en fait. Un routier qui passe, qui a pas la frite, et quand on va se promener après dans d'autres communes, ça sera aussi, mais tu te rappelles, on s'est arrêté dans le bled où, tu sais où il y a Don Camillo là. Voilà, tout à fait, ouais. Donc voilà, et donc l'artiste, lui, c'est pareil, il serait prêt à venir faire des trucs, faire plein de choses. Et ça va donner idée à d'autres. Oui, tout à fait, ouais, c'est bien. Voilà. Merci, bravo. Merci pour cette écoute. On est presque à l'heure, pas tout à fait. Et du coup, j'évite à l'apéro. En fait, oui, donc les prochains rendez-vous du mardi, le prochain c'est normalement le 9 juillet, et la thématique c'est l'attractivité, construire l'attractivité de son territoire. On avait pensé le faire dans un lieu, on ne sait pas bien encore si ça va se faire, à la fonderie à Ernée, qui est un nouveau lieu, mais qui est un ancien lieu, qui a encore lié à un artiste. Et on verra si on peut le faire là, parce qu'en fait, ce qu'on veut montrer aussi, c'est que c'est par un dynamisme, c'est par des actions justement sur un territoire qu'on arrive à faire qu'il soit vivant et qu'il se passe des choses. Parce que c'est vrai aussi, ce qui se passe sur votre commune, vous avez aussi ce côté associatif, il y a le collectif de 4 aussi, il y a plein de choses comme ça qui permettent de faire vivre et de faire qu'il se passe des choses. La Biennale d'architecture, oui. Je sais plus comment, c'est pas d'architecture, mais elle était là. Et puis ensuite, on aura d'autres mardis, vous verrez, dans l'année, donc qui se passeront dans d'autres territoires ou au CLE à Laval. Et il y a juste un diapo pour ton mail. Ah oui. Oui, je vais vous embêter, parce que on envoie en fait régulièrement des invitations à nos événements. Donc là, c'est les rendez-vous du mardi, mais on fait aussi plein d'autres événements. Le dernier en date, c'était ce matin, qui était assez positif, avec des architectes qui sont venus présenter 2 projets des bâtiments biosourcés, donc avec des retours d'expérience des usagers. Donc quand on parle culture, on parle d'art visuel, mais aussi on parle d'art d'habiter, donc ça on passe aussi par l'architecture et le cadre de vie du quotidien. Donc si jamais vous êtes intéressé pour être informé de tous ces événements qu'on fait au cours de l'année, le QR code est là, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Voilà, et on va vous inviter un verre dehors. On va faire ça dehors, juste de l'autre côté de la salle Émile Lemaitre. En fait, il y a la très belle fresque que vous avez vue tout à l'heure avec les colonnes qui étaient peintes par les enfants. Donc on s'est dit, il fait beau, il fait chaud, on va boire un petit coup au pied de la fresque. Oui. Et merci aussi à Aurélie de nous avoir aidés, merci Monsieur le maire à nous avoir... Alors pour information, on est quand même, je vais faire un tout petit peu de pub quand même pour chez nous quand même. On est que 2400 habitants, on a encore beaucoup de commerces. Pardon, c'est ce que vous avez dû voir. Donc je veux le dire quand même, parce que Martine est présente quand même, mais vous avez une cave à vin à Prampaille qui est assez exceptionnelle, que vous ne voyez pas dans beaucoup d'endroits. Donc il ne faut surtout pas hésiter à arrêter chez Martine. Voilà, ce que vous avez avec des vins, des rhums, il y a plein de choses, hein, Martine.
Mais c'est magnifique. Franchement, vous avez une cave à vin qui est magnifique pour une petite commune comme chez nous. Oui, Philippe, je voulais te remercier. C'est toi qui m'as envoyé un petit artiste sur la porte de garage. J'ai mis la météo de presse pour mettre un truc en patois mayonnaise qui est souvent vu, mais je ne me souviens plus du nom de la petite. Tu me l'as rappelé tout à l'heure. C'est à toi qui parle, Philippe. C'est toi, Philippe, c'est toi? Non, mais Philippe, c'est pour ça que moi, je pense. Philippe, sur mon portable, j'ai mis la météo de presse en patois, le temps, ça Bernoulli et tout ça. Et c'est toi qui m'as envoyé un petit artiste, mais je me souviens pas du nom. Toi non plus. Ça, Martine, c'est l'âge. Ça nous reviendra demain, peut-être, ou pas. C'est le tout petit point que je voulais faire, mais si vous avez l'occasion, surtout, il ne faut pas hésiter d'arrêter. Mais il y a plein d'autres commerces, hein, mais voilà, on a une chose bien spécifique. Encore merci à tous d'avoir été présents. Malgré un jour de match de l'équipe de France, Café Match nul 1-1. C'est ça. Voilà.